Je vais vous parler aujourd'hui de la théorie du consommateur. Pourquoi cette question? J'enseigne la microéconomie en première année à l'université et mes étudiants me disent toujours que la microéconomie est une matière abstraite. Je vais vous montrer le contraire. Quand on parle de microéconomie, il est important d'expliquer les deux fondamentaux de la microéconomie, les choix du producteur d'une part et les sujets d'aujourd'hui qui sera les choix du consommateur. Pourquoi je pense que nous sommes tous un peu microéconomistes? Il est assez simple de l'expliquer. Pensez quand tout simplement on va faire des courses. Alors qu'est-ce qu'on décide? On a un budget à notre disposition, donc c'est qu'on a dans les portefeuilles, et on a des choix à faire parmi les nombreux produits qui sont proposés. Alors ces choix vont être faits par rapport à quoi? À nos goûts, à nos utilités, comme on en parle en microéconomie, donc aux besoins qu'on doit satisfaire en faisant l'achat. Et à part ces principes qui est un principe général, la question c'est aussi de comprendre comment les biens que nous allons acheter vont satisfaire nos besoins, dans le sens si on veut les acheter ensemble, donc on parle en microéconomie de biens complémentaires, ou par contre si on doit faire les choix entre deux produits qui vont servir à la même utilité, donc satisfaire les mêmes besoins. Il s'agit de biens substituts. Donc, qu'est-ce qu'un consommateur ou nous, quand nous allons faire les courses, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de maximiser l'utilité, c'est-à-dire de satisfaire nos besoins au niveau les plus importants possible et tout en tenant compte de la contrainte de budget, donc quel est le montant alloué à nos dépenses pour la journée, pour l'achat. Donc c'est tout simplement ça les principes de base de la microéconomie, du choix du consommateur. Et l'économie a développé donc, cette théorie depuis la partie néoclassique, donc on va dire de la microéconomie, à partir donc à peu près de 1700. L'élément fondamental, c'est donc de considérer des niveaux d'utilité qui sont des niveaux justement qu'on ne va pas mesurer de façon précise, mais qu'on va classer. Donc, quand on fait un achat, on va considérer un ensemble de biens qui vont donc donner ces niveaux d'utilité maximale. À cela, par contre, est associée une dépense qui, elle, est une dépense donc monétaire qui va être mesurée donc dans la monnaie courante importante pour les consommateurs. À partir de là, donc, on a ce qu'on appelle en économie ou en microéconomie une maximisation sous contrainte qui est la base donc, de tout choix du consommateur. De quoi donc après, une fois que ce choix est fait, qu'est-ce qu'il résulte? Il résulte en fait un élément fondamental qui est les liens entre quoi? Entre la quantité qu'on veut acheter et les prix du bien. Donc la contrainte que le consommateur doit respecter, c'est que donc son budget doit être égal à la somme des biens qu'il va acheter multipliée par leur prix. Donc à chaque bien va être associée une dépense. Cette dépense totale ne doit pas donc dépasser son budget. Les relations qu'on obtient, donc, c'est une relation entre la quantité et les prix qui est connue sous le nom de loi de la demande. Et probablement en économie, qui est une science sociale, il s'agit de la seule loi qu'on appelle comme les lois de la physique, parce que son fondement a été vérifié dans tout pays, tout genre de biens, presque tout genre de biens, il résume donc cette relation fondamentale telle que si on augmente la quantité d'un bien, donc cette fonction de demande nous dit que les prix diminuent et donc vice versa. Donc il y a cette relation inverse entre la quantité achetée et les prix qui constitue donc l'élément fondamental et le résultat fondamental de la théorie de la demande. Après, donc, il y a des éléments qui peuvent justement améliorer cette théorie. Par exemple, si on considère un contexte où il y a plusieurs biens, et la forme en fait de cette fonction de demande va dépendre de quoi? Va dépendre à nouveau des fondements de l'utilité. Donc la fonction de demande ne va pas être la même suivant que les biens soient substituts ou compléments. Parce que ça signifie que la forme de l'utilité qui a été à la base de notre choix est différente. Donc par exemple, on peut avoir que on décide d'acheter seulement un bien si les biens sur lesquels on choisit sont substituts, il y en a un qui est moins cher. Donc ça, on appelle en économie un choix en coin, c'est-à-dire un choix où le consommateur préfère donc concentrer toute sa dépense dans un seul bien.
Si les biens sont compléments, par contre, on aura forcément un achat qui est agencé sur deux biens. Donc ces biens vont être achetés ensemble et la question fondamentale c'est comment on répartit la quantité, quelle est la proportion donc des deux biens qui vont être achetés. Alors tout cela dépend de la forme de la fonction d'utilité. La forme de la fonction d'utilité est normalement une forme, dans les cas plus généraux, concave, donc une sorte de C inversé, et qui détermine un rapport en général de substituabilité imparfaite des biens. Donc les résultats du choix du consommateur et ce qu'on appelle les paniers du consommateur, donc des choix qui sont représentatifs de son utilité. Tout ceci n'est pas théorique, donc comme je vous disais, c'est un exercice auquel on s'habitue tous les jours et on ne pense pas que derrière on a un fondement qui a été aussi bien précisé par la théorie du consommateur. Et même l'idée du panier du consommateur est reprise par tous les bureaux nationaux de statistiques pour calculer en fait ce qu'on appelle un panier représentatif des choix du consommateur, comprenant quoi? En fait, comprenant les biens qui sont les plus achetés, qui définissent en fait une sorte de standard de niveau de vie et donc de qualité de vie du consommateur. Et par rapport donc à ces paniers représentatifs est calculé un pouvoir d'achat qui définit lui-même le standard de vie dans chaque pays. Donc évidemment tout ceci dépend de quoi? Dépend donc du marché qu'on est en train d'analyser. Donc les paniers représentatifs, la qualité et les pouvoirs d'achat du consommateur ne sont pas les mêmes qu'il s'agisse de Paris ou d'une ville de province ou de la France par rapport aux États-Unis. Donc tout ceci va refléter non seulement les choix du consommateur, mais comment le consommateur s'adapte donc à son environnement économique. Donc ceci est dans les standards de la microéconomie. Il y a certains biens qui sont une sorte de paradoxe par rapport à cette théorie générale. Par exemple, on a les mal économiques. Alors, qu'est-ce que c'est un mal économique? C'est un bien dont mieux on se porte si autant moins on en a. Donc, l'exemple un peu théorique qu'on fait pour expliquer qu'est-ce que c'est un mal économique, c'est donc un bien pour lequel l'utilité diminue à l'augmentation de la quantité. C'est qui est, disons, une sorte de contradiction ce qu'on appelle les axiomes de base de la microéconomie. L'éducation peut être un exemple pour certains pays et pour certains niveaux d'éducation. Ceci me porte aussi à préciser un élément. Quelle est la validité de cette théorie? J'ai dit donc qu'il y a à la base la théorie de l'utilité qui porte à la loi de la demande, mais comme toute théorie en économie, cette théorie est basée sur des hypothèses. Les hypothèses sont essentiellement la rationalité du consommateur, donc c'est-à-dire que les choix sont faits en prenant en compte seulement, entre guillemets, les niveaux d'utilité, les prix et les budgets. Et ensuite une série de ce qu'on appelle les axiomes, donc qui décrivent dans la partie fondamentale les comportements du consommateur. Donc ces axiomes permettent de faire quoi? En fait, permettent de comparer l'utilité associée à différents paniers, donc à différentes combinaisons, à différents choix de biens. Donc cette partie de l'axiomatique du consommateur, aussi bien que des hypothèses de rationalité parfaite et d'information parfaite, ont été donc développées par la théorie néoclassique et restent donc des fondamentaux. Ça veut dire aussi que dans les évolutions plus récentes de la théorie du consommateur, celles qu'on appelle behavioral, donc qui prennent en compte des aspects psychologiques un peu plus importants, certains de ces axiomes ne sont pas vérifiés. Donc ceci tend à expliquer des comportements qui seraient un peu hors cadre par rapport donc, à la théorie néoclassique de la consommation et qui peuvent par exemple expliquer l'achat de certains biens de luxe ou des achats qui sont faits plutôt pour, non pas directement pour satisfaire un besoin, mais pour adhérer par exemple à des standards de vie, à des effets de mode. Donc la théorie du consommateur permet d'avoir un éclairage sur des choix qui sont quotidiens, des plus simples, plus extrêmes, et qui permet donc de nous expliquer non pas des choses abstraites,
Parfois, mes étudiants me disent la macroéconomie, elle est beaucoup plus présente dans nos vies. Moi, je pense le contraire. La microéconomie, et en particulier les choix du consommateur, permettent de nous expliquer des actes assez communs qui arrivent tous les jours, ou bien aussi des choix un peu plus particuliers qui ne sont pas forcément soumis aux règles de la comparaison de l'utilité et du calcul des prix et du calcul de notre budget. Donc je pense que la théorie du consommateur, et en particulier la loi de la demande, n'est rien d'exceptionnel. Et quand mes étudiants me disent que la microéconomie est quelque chose de très abstrait, et la comparent à la microéconomie, qu'ils voient peut-être plus présente dans les quotidiens, dans les magazines aussi, dans les journaux, moi je leur réponds que je pense le contraire.